Bergeraud, je travaille à l'Espace Éthique et j'ai le plaisir d'animer cette dernière session qui traitera de la problématique des soins psychiatriques en milieu carcéral. Et pour y réfléchir, on partira d'une étude de cas que nous allons parcourir ensemble dans un instant. Mais juste avant, je me permets de faire quelques mots d'introduction. Alors, cette question des soins psychiatriques en prison, elle représente un enjeu majeur de santé publique, et notamment pour deux raisons. Il y en a d'autres, mais notamment parce que les troubles psychiatriques comme la dépression grave, le trouble bipolaire, la schizophrénie, etc., ces troubles-là, ils sont beaucoup plus fréquents dans la population carcérale que dans la population générale. Second point, c'est que les personnes détenues sont 7 fois plus susceptibles de se suicider que le reste de la population. Donc le taux de suicide est 7 fois supérieur à celui observé dans la population générale. Et évidemment, pour les détenus qui sont atteints de troubles psychiatriques, eh bien, ce risque de suicide est encore plus élevé par rapport aux autres détenus. Et puis, par ailleurs, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de rapports d'enquête qui ont cherché à alerter sur le fait que les détenus n'avaient pas accès à des soins de santé mentale suffisants en prison. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années, ce qui a été privilégié, c'est le développement d'une filière de soins psychiatriques dédiée de manière spécifique aux détenus. Donc, le choix a été fait de mettre en place des dispositifs de soins psychiatriques spécifiques plutôt que d'essayer de prendre en charge ces personnes au sein des hôpitaux psychiatriques classiques. Et donc, on voit ici déjà apparaître la tension entre deux logiques qui s'affrontent. Avec d'un côté une logique de réduction des inégalités, avec l'idée de permettre un égal accès aux soins de santé mentale, une égalité d'accès pour les personnes détenues en prison et pour les personnes à l'extérieur. C'est ici ce qu'on appelle le principe d'équivalence qu'on retrouve dans l'article 46 de la loi pénitentiaire de 2009. Je vous lis cet article qui dit « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. » Voilà, donc d'un côté une logique de réduction des inégalités, et puis d'un autre côté l'idée que les troubles psychiatriques que l'on retrouve en prison, eh bien, ils présentent certaines spécificités et que ces spécificités, eh bien, on ne peut pas les ignorer. Donc c'est l'idée de tenir compte de ces différences, de ces spécificités-là, si on veut que les prises en charge qui sont proposées aux détenus soient adaptées. Donc d'un côté, essayer au maximum de ne pas faire de différence dans la prise en charge versus ne pas ignorer le fait qu'il y ait des spécificités. Donc pour le dire encore autrement, je reprends ici l'argumentaire de notre journée d'études, c'est effectivement universalisme versus particularisme. Et c'est l'objet de cette session-ci de réfléchir notamment à cette tension entre ces deux logiques, spécifiquement ici dans le contexte des soins psychiatriques en prison, et de se demander finalement, donc je reformule encore, est-ce que cette distribution différenciée des soins psychiatriques, donc avec une filière de soins spécifiques pour les détenus, est-ce que cela contribue ou non à produire ou à reproduire les inégalités en santé entre les populations carcérales et générales, ou au contraire, est-ce que ça contribue à lutter contre ces inégalités? Voilà, et donc pour en discuter, donc, on aura avec nous deux intervenants que je remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc le docteur Thomas Fauvet, qui est psychiatre à Lille au sein d'une UHSA, donc UHSA, unité d'hospitalisation spécialement aménagée, et Caroline Trotté, qui est docteur en sociologie, chercheuse associée au CERMES 3 et chargée d'études à l'Observatoire des drogues et toxicomanie. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Alors, je vais essayer de partager mon écran pour qu'on puisse lire ensemble donc on va lire ensemble le cas clinique qui a été rédigé conjointement avec le docteur Fauvet et Madame Trotté. Alors, Monsieur K, âgé de 23 ans, est jugé pour des vols avec violence. Il vit chez sa mère et il est suivi en centre médico-psychologique pour une schizophrénie paranoïde.
Au cours du procès, la mère de M. K affirme qu'au moment des faits, son fils présentait des signes de décompensation psychiatrique. Une expertise psychiatrique est diligentée, ce qui est très rare pour des actes jugés en correctionnel. La première expertise conclura à une altération du discernement. Une seconde expertise sera demandée et aboutira à la même conclusion. Donc l'hypothèse d'une abolition du discernement n'ayant pas été retenue, M. K demeure accessible à une sanction pénale. Au cours de son incarcération, il se plaint d'idées noires et tient souvent des propos délirants. Son comportement est de temps à autre violent à l'égard des surveillants. À plusieurs reprises, il demande à être hospitalisé. L'unité hospitalière spécialement aménagée, la plus proche, est située à plus de 80 km de la maison d'arrêt au sein de laquelle M. K est incarcéré. Les surveillants de l'UHSA ne sont pas assez nombreux pour assurer un aller-retour en transport avant environ un mois. Et du reste, l'UHSA en question fait savoir qu'il ne dispose malheureusement pas de place dans l'immédiat. Les surveillants se plaignent du comportement violent de M. K. En réponse, il est fréquemment placé en quartier disciplinaire, après le mitard. Lors de l'un de ses passages dans ce lieu, il présente des troubles du comportement évidents, avec des soliloquies et des bizarreries. Le psychiatre de l'unité sanitaire sera alors sollicité pour rencontrer M. K suite à un signalement par l'administration pénitentiaire. Un matin, M. K est retrouvé pendu dans sa cellule. Il est inanimé mais vivant. Le surveillant prévient l'équipe médicale qui intervient de justesse pour le réanimer. Après quelques jours en soins intensifs, il sera hospitalisé 3 semaines en UHSA. À la fin de son séjour en UHSA, M. K est de retour en prison. Le séjour en UHSA avait permis une stabilisation de son état, mais très vite en prison, M. K interrompt tout traitement et présente à nouveau des signes de décompensation. En l'absence de place en UHSA, M. K est pris en charge en soins sans consentement au sein d'un secteur de psychiatrie générale. Lors de cette brève hospitalisation de 6 jours, il sera à plusieurs reprises placé sous contention sans indication clinique évidente. Quelques mois plus tard, M. K refusera la 3e hospitalisation qui lui sera proposée après une nouvelle tentative de suicide. Après 2 ans de détention, quelques semaines avant sa sortie, M. K bénéficiera d'une consultation sortant pour préparer sa sortie. Malgré cela, il sera rapidement perdu de vue par le CNP chargé d'assurer la continuité de son suivi à l'extérieur. 6 mois plus tard, il sera à nouveau jugé pour des actes de violence commis en état d'intoxication éthylique. Alors je vous propose, Dr Fauvé et Madame Protet, de chacun commenter ce cas en prenant chacun 10-15 minutes maximum pour qu'on s'accorde un peu de temps pour les questions. Madame Protet, par exemple, si ça vous convient de commencer.